Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parlement Hebdo, l'émission qui vous fait vivre les temps forts de la semaine au Parlement. Et comme chaque semaine, nous vous proposons un débat entre un député et un sénateur. Cette semaine, nous accueillons Emmanuel Grégoire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Paris et candidat à la mairie de Paris en 2026. Et face à vous, Jean-Raymond Hugonet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur de l'Essonne, apparenté au groupe Les Républicains. On reviendra sur les tensions commerciales déclenchées par Donald Trump. Vous débattrez des conséquences de cette tempête sur nos finances publiques. Faut-il laisser filer le déficit alors que la France s'apprête à augmenter ses dépenses militaires? Dans ce contexte, de nouvelles coupes budgétaires sont annoncées. Et puis on parlera de PLM pour Paris, Lyon, Marseille. Les députés ont adopté la proposition de loi qui modifie le mode de scrutin particulier des élections municipales dans ces trois villes. À un an des élections, la gauche et une partie de la droite dénoncent un tripatouillage électoral. Mais d'abord, les tensions commerciales et leurs conséquences sur notre budget. Cécile Sixou. Quoi qu'il arrive, il faut tenir. La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, ne lâche rien. Elle compte maintenir ses objectifs budgétaires et notamment réduire les déficits publics à 5,4% malgré les chocs économiques provoqués par Donald Trump. Les efforts de défense liés à l'Ukraine et l'augmentation des taxes de 10% vont impacter la croissance française. Il faut, dit-elle, faire un effort budgétaire supplémentaire. On va réduire de 5 milliards de plus notre dépense que ce que nous pensions faire au départ. Le but, c'est quoi? C'est qu'il y ait des dépenses qu'on pensait faire qu'on ne va pas faire, qu'il y ait des dépenses qu'on fera plus tard. Il y a aussi des endroits où on va faire plus d'économies pour financer, par exemple, un peu plus d'efforts sur la défense. À la fin, notre but, c'est quoi? C'est de tenir le déficit. Le sénateur LR Jean-François Rapin soutient cette fermeté du gouvernement, nécessaire selon lui pour maintenir le cap budgétaire. On ne pourra pas supporter des déficits de 5-6% comme ça pendant des années. On sait très bien que l'endettement est très fort. À chaque fois qu'on reprend du déficit, on reprend de l'endettement. Donc il faut retravailler réellement sur le budget. Pour la gauche, une autre voie est possible, celle d'augmenter les impôts. Le sénateur communiste Pascal Savoldelli dénonce un arbitrage vertical du gouvernement. Crise du Covid, crise de l'Ukraine, crise avec les droits de douane, surarmement, c'est à chaque fois déficit public. C'est la seule entrée qu'il y a. Il n'y a pas recette publique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça mérite un arbitrage par les Français. Voilà, je vous le dis très sincèrement. Je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi demander l'avis aux Français et aux Françaises. Le gouvernement compte réunir élus, partenaires sociaux et collectivités locales pour préparer le prochain budget dans une grande conférence des finances publiques qui aura lieu le 15 avril prochain autour de François Bayrou. Jean-Raymond Hugonet, il faut préparer le pays à de nouveaux efforts budgétaires dans ce contexte international qu'on connaît désormais, avec une hausse des dépenses de défense et puis aussi une tempête commerciale dans laquelle nous nous trouvons et ce qui pourrait ralentir notre croissance. Écoutez, je crois qu'il faut être clair, c'est la quadrature du cercle dans notre pays et ça fait un moment que ça dure. Alors, j'entends les expressions des uns et des autres. Au final, c'est quoi? Tant que notre pays ne fera pas des réformes structurelles profondes, il ne pourra pas avancer et répondre aux questions qui lui sont posées. Je le redis, c'est la quadrature du cercle. Je ne vois pas comment on va pouvoir s'en sortir alors que déjà le budget 2025 est un échec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses du sénateur Emmanuel Grégoire? Est-ce qu'il faut faire des réformes profondes vu que la situation budgétaire ne va pas s'arranger avec ces annonces de Donald Trump? Oui, il faut sans doute faire des réformes. Enfin, ça, c'est de se payer de mots. La réalité, c'est qu'il faut d'abord prendre des décisions. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'opacité dans ce qui est en train de se passer. Et quand j'écoute la ministre de Montchalin. Pourquoi ? La prévision de croissance, elle a été abaissée, c'est les conséquences cumulées et de la situation économique, aggravée évidemment par l'évolution des taux de droits de douane. On ne peut pas en même temps baisser la prévision de croissance de 0,2 points à 0,7% et afficher un maintien de l'objectif de déficit public à 5,4%. Ça ne marche pas. Non, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a des économies cachées. Et je trouve que ce n'est pas illégitime d'y réfléchir, mais qu'il y a une immense opacité qui s'est installée actuellement. Le Parlement n'est absolument pas saisi de ces questions. C'est-à-dire que le gouvernement ne vient pas dire où il veut faire les économies précisément. Et qu'est-ce qui se passe dans l'arrière-boutique? Parce que je la connais bien, l'arrière-boutique. Eh bien, il y a des gens qui, dans leur petit bureau, décident on va faire des économies. Ça s'appelle des gels de crédit. Et on en prendra la mesure... Par décret, ça veut dire sans passer par le Parlement. Exactement. Il n'y aura pas de débat sur ces sujets-là. Et on découvrira, à mon avis, à l'été, sans doute à la fin de l'été, l'ampleur des secteurs qui ont été touchés, auxquels
avec un petit sourire en coin, on annoncera des économies qui n'avaient absolument pas été préparées. Ça pose deux problèmes. Un problème démocratique, parce que ça n'a été discuté avec personne. Et le deuxième, un problème d'organisation et de préparation, puisqu'on va dire fin septembre qu'il y aura moins de finances, il y aura moins d'argent pour financer les politiques publiques qui ont été programmées, avec des impacts absolument majeurs. Et donc je trouve que c'est un double problème qui doit être relevé très rapidement. Alors vous dites qu'il y a une forme d'opacité sur nos comptes publics, et pourtant Jean-Raymond Hugonet, ce mardi 15 avril, eh bien, François Bayrou va organiser une grande conférence nationale sur les finances publiques pour faire un état des lieux des comptes de la nation, présenter les trajectoires budgétaires. Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est aussi une manière de mettre tous les parlementaires, y compris ceux d'opposition, devant leurs responsabilités pour redresser nos finances publiques? Qui croit encore à ça, honnêtement? Dans notre pays, dès qu'il survient un problème, on fait une grande conférence, un Grenelle de ceci, de Tartampion. Plus personne ne croit à ça, ni la population, ni les politiques. Une chose qu'il faut remarquer, et qui est nouvelle, le décret d'attribution du périmètre des ministres. Regardez celui de M. Lombard, qui pour l'instant s'en sort plutôt pas mal. C'est pas ma tasse de thé, mais il s'en sort plutôt pas mal. Son périmètre d'attribution est très très important par rapport à celui de Mme de Montchalin, qui est très restreint. C'est vraiment lui le Premier ministre bis, et on le comprend pourquoi politiquement, puisqu'il est socialiste. Donc j'attends de voir ce qui va sortir là. Cette conférence ne va servir à rien. Et je rejoins mon collègue député dans le fait que le Parlement est contourné, mais ça fait belle lurette. Vous voyez, on a eu affaire à M. Le Maire, on a déjà compris ce qu'il en était, indépendamment des mensonges et du contournement du Parlement. Là, j'attends de voir. Mais vous faites confiance à M. Lombard pour prendre les bonnes décisions dans ce contexte? Non, il a une approche assez, j'allais dire, presque assez honnête. J'attends, quand il va quitter les éléments de langage, pour réduire et résoudre la quadrature du cercle. Là, je l'attends au tournant. Est-ce que vous pensez, Emmanuel Grégoire, que le ministre des Finances actuel peut résoudre la quadrature du cercle? Est-ce que vous, socialistes, vous êtes prêts à travailler avec le gouvernement pour avoir le meilleur budget possible dans ce contexte trouble? Oui, alors il y a deux choses, parce qu'il y a le budget pour 26, mais c'est surtout là, on parle en fait de ce qui se passe en cours de route. D'ajustement. Et donc c'est un sujet d'ajustement. D'abord, Éric Lombard, il n'est pas socialiste. Il était socialiste quand il était tout jeune, peut-être même enfant. Peut-être même vous, vous avez été de gauche un jour. Ça marque. Non, mais en tout cas, bon, j'ai remarqué que vous aviez salué son sens du dialogue et il est réel. Et évidemment, il est là. Il est une des personnalités qui permet quand même d'avoir un débat intéressant. Mon regret, c'est qu'Éric Lombard a une surface politique à l'intérieur du gouvernement qui n'est pas à la hauteur de ses qualités, pour le dire comme je le pense. Il faut qu'on puisse urgemment discuter de plusieurs choses. D'abord, le gouvernement a chiffré à 5 milliards d'euros l'effort qui lui semble nécessaire pour réactiver, on va dire, une stratégie qui s'adapte aux enjeux internationaux en matière de défense. Il faudrait qu'ils le documentent, il faudrait qu'ils expliquent. On n'est pas obligé d'acheter les 5 milliards, si c'est 6, c'est plus, si c'est 4, ça peut être moins. Bref, expliquer. Et là, vous dites que ce n'est pas expliqué, c'est pas documenté. Non, oui, il y a un manque de transparence. Et c'est là que je fais un reproche au gouvernement qui reste le même. C'est de ne, compte tenu de la situation, c'est de ne pas plus s'appuyer sur les parlementaires. Deux exemples. Par peur ou par contournement? D'abord, peut-être par indifférence culturelle dans un pays qui n'a pas une tradition de faire confiance à son Parlement. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'opacité, c'est-à-dire qu'on ne veut pas dire les choses exactement. Il faut faire confiance à la représentation nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'il y a un travail approfondi dans les commissions de la défense, qui sont les commissions parlementaires au Sénat et à l'Assemblée, qui sont chargées de cela. Nous avons besoin, je vais dire moi par exemple, à titre personnel, j'ai besoin d'être éclairé par les spécialistes du sujet de la défense en disant oui, c'est 5 milliards, ou c'est 4, ou c'est 6, flotte autour de cette question. Pour vous donner un exemple, la question du financement d'un second, qui est en réalité un nouveau porte-avions nucléaire, quand le Charles de Gaulle sera déclassé. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que dans les enjeux géopolitiques et de défense qui sont les nôtres, c'est maintenant qu'il faut l'engager? Pourquoi? Etc. Et ensuite, se pose la question, si on doit trouver des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires, eh bien, où on les trouve? Où on les trouve en dépenses, mais je suis obligé de le dire, où on les trouve en recettes. Vous avez encore, il y a 2 jours, un rapport qui dit que les impôts augmentaient pour tout le monde, sauf pour les riches en 2024. Peut-être est-ce quand même le sujet numéro 1 qui doit être mis à l'ordre du jour. On va en parler de la question des impôts. Donc en gros, les socialistes attendent d'avoir les éléments avant de se positionner sur ces 5 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques annoncées par Amélie de Montchalin. Jean-Raymond Hugonet, une nouvelle baisse de dépenses publiques, alors que notre croissance pourrait être réduite avec toute cette tempête commerciale déclenchée par Donald Trump. C'est quand même un petit peu risqué de encore baisser les dépenses pour la croissance.
Baisser les dépenses, écoutez, il faut être d'accord. Alors, là-dessus, c'est un point de désaccord que nous avons profond. Les socialistes, c'est toujours plus d'État. Et les libéraux, je vous dis, je suis non inscrit apparenté au groupe LR, j'y suis très bien. Ça me permettrait de nuancer, parce que c'est pas ce que j'ai dit, ce que je pense. Mais Non, mais je parle globalement. On est là, on n'a pas 6 heures devant nous. Mais quand même, les socialistes, c'est toujours plus d'État et toujours plus d'impôts. Les libéraux, ça peut aller jusqu'à beaucoup moins. Mais moi, en ce qui me concerne... Ça peut aller jusqu'à Elon Musk, aux États-Unis. Voilà. C'est-à-dire on coupe. Vous prenez... Mais voilà, soyons... Bon, pour bien résumer le sujet, en ce moment. On a quelque chose qui est, vous savez, où on est dans l'émotion, où on est dans l'analyse. En termes d'analyse économique, il y a des gens, c'est vieux comme le monde, les sujets que nous avons là. Et il y a quelqu'un, si on a 2 secondes, qui s'appelle Dani Rodrik, un économiste distingué, qui a dit au début des années 2000 exactement le problème. Vous prenez un triangle, aux 3 angles de ce triangle, vous avez la mondialisation, la souveraineté nationale et puis les institutions démocratiques. Et il a dit et démontré que si on veut rassembler les 3, ce n'est pas possible. Vous pouvez en avoir 2 sur les 3, mais pas les 3 ensemble. Nous sommes face à ça. Si vous avez la souveraineté nationale et la mondialisation, vous avez la Chine, la démocratie, au revoir. Si vous avez la démocratie et la mondialisation, vous avez l'Europe. Et sinon, vous avez la souveraineté nationale et la démocratie, c'était les accords de Bretton Woods. Donc il faut renoncer à la mondialisation et se protéger. C'est pas renoncer, mais si on la pousse au maximum, vous perdez l'un des deux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour revenir à la question d'un effort possible qui serait demandé aux plus riches, à ceux qui peuvent contribuer, aux entreprises qui font des bénéfices, est-ce que vous pensez, Emmanuel Grégoire, qu'un impôt sur les plus riches serait vraiment productif alors qu'on est dans un contexte compliqué et qu'on a besoin d'investisseurs ? 2 choses. La première, on peut ne pas être d'accord, mais c'est insupportable d'observer que les impôts augmentent pour tout le monde, en particulier les classes moyennes, à l'exception des plus riches. C'est insupportable. Et je ne sais pas dans quelle tête d'économiste on pense que c'est une bonne idée, mais ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, dans l'histoire, dans tous les pays qui ont été confrontés à des situations de préparation à du risque de guerre, de crise économique très grave, etc., on a d'abord mis à contribution les plus aisés. Et pour une raison qui est logique philosophiquement. Ils ont profité généralement des phases d'avant pour accumuler des sommes colossales. Vous faites le bilan de ce qui a été touché par les plus aisés depuis, selon plein de mécanismes, d'exonération du patrimoine, etc. Mais depuis 10 ans, depuis 2017 en particulier, il a été donné des sommes faramineuses aux plus riches, voire même aux très très riches. Il est normal, il est logique, il est même impératif qu'en conséquence, quand des conditions où il y a une dégradation, ils soient les premiers mis à contribution. C'est exactement l'inverse qu'on observe. Ça continue à baisser alors que ça augmente pour tous les autres. C'est insupportable socialement, c'est insupportable démocratiquement. Et il n'y a pas que les socialistes qui pensent ça. Jean-Raymond Hugonet, ce serait plus juste et normal de demander un effort aux plus riches, par exemple, pour financer nos dépenses de défense. C'est pas ça, c'est ce qui s'appelle la solidarité, c'est Léon Bourgeois, on ne va pas reprendre ça, bien évidemment. Ça pourrait s'entendre, ce que dit mon collègue député, si on ne faisait pas n'importe quoi. Or, ceux qui financent la procrastination budgétaire que l'on observe dans notre pays depuis 40 ans, ceux-là ne supportent plus de contribuer largement déjà à la gabegie financière avec des politiques qui sont incapables de maintenir une espèce un axe budgétaire raisonnable. On parle de très très grosses entreprises qui font des bénéfices. Mais les très très grosses entreprises, croyez-vous qu'aujourd'hui elles ne contribuent pas ? Voilà, vous dites ça à un cheval de bois, il vous donne. Elle ne contribue pas, et je ne parle pas des très grandes entreprises, le sujet est un petit peu compliqué, mais tous les rapports montrent que l'effort fiscal, il est largement moins élevé en pourcentage du revenu prélevé. Plus vous êtes riche, plus d'une certaine manière, le taux moyen d'imposition baisse. Mais c'est aberrant. Oui. Il faut expliquer pourquoi des gens pensent qu'il faut faire ça. Ils pensent qu'il faut faire ça pour attirer les grandes fortunes et attirer en gros tous les acteurs pour financer l'investissement. C'est toute la base de la réflexion qui est mise en échec depuis 2017. C'est l'idée, on va exonérer les plus grands d'efforts parce qu'ils vont investir et que ça va ruisseler et à la fin on y retrouvera notre... Mais ça ne marche pas. La solidarité, quand on sait que moins de 50% des Français paient l'impôt,
ça commence aussi à poser un problème. C'est pas vrai, personne ne perd. Vous parlez d'impôt sur le revenu. Non, mais... Il paye toute sa TVA. Les contributions, nous sommes les champions du monde des taxes en France. C'est prouvé, champion olympique, de tout ce que vous voulez. Donc, moi, je veux bien qu'on continue à avancer là-dedans. Personne ne paye pas d'impôt. Personne ne paye pas d'impôt. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. On utilise sur les mots. Parler de la TVA. Tout le monde, évidemment, c'est le plus gros rendement fiscal de l'État. Donc, les plus modestes... tous les plus modestes, les plus précaires, ils payent, ils donnent des recettes à l'État. C'est ça que je veux dire. On va changer d'échelle pour évoquer effectivement les élections municipales, puisque les députés ont largement adopté la proposition de loi qui modifie le mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille. À 1 an des municipales, la gauche et une partie de la droite dénoncent un tripatouillage électoral. Elsa Mondingava. PLM pour Paris, Lyon, Marseille et une réforme du scrutin municipal adoptée à une large majorité à l'Assemblée nationale. Pour 183 contre 53. Depuis 1982, ces 3 villes ont un mode de scrutin particulier. L'idée de la réforme est d'instaurer 2 votes distincts, un pour élire les conseillers d'arrondissement, l'autre le conseil municipal qui désignerait le maire, comme dans toutes les autres communes de France. Spécificité à Lyon, avec un 3e vote pour la métropole. On dit très simplement, un Parisien égale une voix, un Marseillais égale une voix, un Lyonnais égale une voix. C'est ça la force de la démocratie. Ce n'est pas le cas avec ce mode de scrutin à l'heure actuelle depuis 40 ans qui a été inventé par Gaston Defferre pour une raison, gagner en étant minoritaire. La mesure est soutenue par les groupes Ensemble pour la République et Modem, le Rassemblement national et la France insoumise. Les socialistes, les écologistes et les communistes y sont eux opposés. Certains y voient une volonté de privilégier Rachida Dati à Paris. La vérité, en fait, c'est que cette proposition de loi est le résultat d'un deal inavouable entre Emmanuel Macron et Rachida Dati. C'était le prix de l'entrée de Rachida Dati au gouvernement. À droite, un groupe très divisé qui a finalement voté majoritairement pour le texte. Un passage sans encombre donc à l'Assemblée, mais cela pourrait être bien différent au Sénat, où une majorité d'élus est opposée à la réforme PLM. Alors, Emmanuel Grégoire, une question pour vous avant de parler du fond de la réforme. Un mot sur le calendrier. Changer les règles de ces scrutins dans ces 3 villes à moins d'1 an de l'échéance, est-ce que ça laisse le temps aux habitants de s'y faire? Non, c'est un peu la difficulté. D'abord, on reparlera du fond, mais les macronistes avaient eux-mêmes voté un article du Code électoral qui interdit de changer le mode de scrutin à moins d'1 an. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Donc ils se délisent. Sur le plan de la pédagogie du scrutin, sur le plan aussi des conséquences matérielles d'organisation. Chacun comprend qu'à Lyon, il y aura 3 urnes, à Paris et à Marseille, il pourrait y avoir 2 urnes. Ça va être un immense bazar à organiser. Et deuxièmement, c'est une affaire philosophique. On ne change pas les règles électorales. Ça avait fait à l'époque des débats, les trémolos dans la loi. On ne tripatouille pas les règles 1 an avant. Et les mêmes, d'une certaine manière, changent parce que ça les arrange. Et l'alliance, ce texte est passé à l'Assemblée nationale dans une alliance qui signe la forfaiture. C'est LFI avec le Rassemblement national et les macronistes. Enfin, franchement, la simple coalition qui a permis de passer ce texte signe qu'il est animé de très mauvaises intentions. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir sur le mode de scrutin, mais il faut pouvoir le faire avec un peu de hauteur, un peu de méthode, permettant d'éviter le soupçon de tripatouillage. Jean-Raymond Hugonet, sur le calendrier de cette réforme, c'est une forme de tripatouillage électoral qui est fait par le gouvernement et vos alliés macronistes? J'ai un faible pour la philosophie, alors je vais rejoindre ce que vient de dire notre collègue. Ben, c'est caricatural, là encore, excusez-moi, dans notre pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'arrive un scrutin, arrive ce sujet sur la table. À chaque fois, reprenez... alors, si c'est un vrai sujet, et on peut le croire, clairement, on parlera du fond, mais si c'est un vrai sujet, à ce moment-là, au lendemain d'élection, 1 an après un scrutin, de façon plus apaisée, quand les choses, la démocratie a parlé, à ce moment-là, on s'attaque au sujet. Mais à 1 an ou moins d'1 an de l'échéance, c'est juste incroyable. Et bien évidemment, ça peut être pris pour un tripatouillage. Alors justement, sur le fond, Emmanuel Grégoire, à l'inverse de toutes les autres communes de France, à Paris, Lyon, Marseille, les électeurs votent par secteur et non pas à l'échelle de la ville. Est-ce que ce ne serait pas plus démocratique de changer les règles pour permettre
d'avoir quelque chose, de corriger finalement une anomalie démocratique. Non, en tout cas, ça peut être perçu comme ça. Vraiment, je ne crois pas ça, et c'est un peu long à argumenter, mais je voudrais donner quelques exemples. D'abord, ils utilisent toujours l'argument de faire la fait pour de faire en 82. Quand vous dites « ils », c'est qui? C'est les promoteurs de cette réforme. Utilisent l'argument en disant c'est Gaston Defferre qui s'est écrit une loi pour lui, pour les élections municipales de 83. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est l'unique cas sur les 24 scrutins qui ont été organisés dans lequel on a observé cette anomalie insupportable d'avoir un maire élu en ayant eu moins de voix que son adversaire. C'est la seule fois. Et d'ailleurs, 2001, Gérard Collomb à Lyon, il est élu maire de Lyon avec une minorité de voix. Oui, mais ça, c'est le cas dans le droit communal, n'importe où, quand il y a une triangulaire. Gérard Collomb, il était peut-être pas majoritaire seul, mais il était en tête. Dans n'importe quelle commune, quand il y a une triangulaire, on peut avoir un maire élu. C'est le principe de la prime majoritaire pour assurer la stabilité. C'est la seule fois. Et d'ailleurs, ce cas avait été corrigé dès 1987. C'était le découpage des secteurs à Marseille. Avait été opéré, Jacques Chirac était Premier ministre, comme quoi... Quand on récupère les ciseaux, on les change. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Moi, ce que je veux dire, c'est, je rebondir là-dessus, c'est qu'on réfléchisse au bon mode de scrutin. Pourquoi ces trois villes ont cette organisation un peu particulière, qui est historique, hein. À Paris, les arrondissements ont été créés en 1795. C'est parce que ce sont de très grandes villes. Paris, c'est une ville de 2,1 millions d'habitants. Elle n'a rien à voir en matière de gouvernance, de disponibilité des élus locaux, avec une ville de 50 000 habitants. Et la deuxième chose, c'est que on a, en termes de méthode, organisé des débats. Le président de la République lui-même avait dit en 2017, l'Île-de-France, moi je m'exprime surtout sur Paris par définition, c'est un millefeuille administratif, il y a la métropole, il y a les établissements publics territoriaux, la ville, les arrondissements, etc. Et ce qu'on avait prévu, c'était de réfléchir aux compétences, peut-être à une simplification globale, mais pas le mode de scrutin, c'est la fin du processus, c'est pas le début. Justement, Jean-Raymond Hugonet, est-ce que vous êtes d'accord avec ces arguments? Est-ce qu'il faut garder ces spécificités dans ces trois villes ou au contraire aligner le mode de scrutin sur celui qui a lieu dans les autres villes de France? Alors là, je vais diverger avec mon collègue parce que autant dans une décentralisation bien comprise, il faut, en termes de compétences, tenir compte des spécificités. Autant dans la démocratie pure, ça, ce n'est pas possible. Parce que, et on s'en rend bien compte maintenant, nous avons les Toulousains qui lèvent le doigt en disant Paris-Lyon-Marseille, c'est pas le championnat de Ligue 1, même si Toulouse est mal classé, au niveau de la population, ils sont pas mal classés du tout. Alors pourquoi pas Toulouse? Pourquoi pas Toulon? Pourquoi pas... Et ensuite, on ne s'en sort plus. Je pense que pour la démocratie et pour la compréhension des choses, un être humain, une voix, c'est la base de la démocratie. Vous savez, dans les intercommunalités, à un niveau, une micro-échelle, dès qu'on commence à avoir des scrutins où on demande l'unanimité, où chaque commune, quelle que soit la taille de la commune, n'est plus représentée que par un délégué, ça ne fonctionne pas. Et c'est comme ça qu'on détourne la démocratie. Emmanuel Grégoire, pourquoi ne pas pourquoi refuser cette règle simple, un citoyen, une voix? C'est exactement le cas. Dans le mode de scrutin actuel, c'est exactement le cas. Dire ça est un mensonge au regard de la réalité du mode de scrutin tel qu'il existe actuellement. Et le deuxième mensonge, je rejoins votre observation sur Toulouse. Expliquez-nous pourquoi. Mais parce que c'est un système d'organisation par circonscription, mais chaque personne peut voter. Quand on vote pour celui qui sera en majorité, eh bien on a des élus. Quand on vote pour l'opposition, on a des élus. L'opposition à Paris a des élus. S'il n'y avait pas un scrutin, une voix, l'opposition n'aurait pas d'élus. Et le deuxième mensonge, et c'est là que ce projet est une monstruosité démocratique, ils réussissent l'exploit avec ce qu'ils proposent. Parce que le mensonge, c'est de faire croire que ce qui est proposé, c'est de faire comme ailleurs. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Il propose un régime d'exception qui va aboutir à cette monstruosité démocratique qui fait que dans les 4 plus grandes villes de notre pays, Paris, Lyon, Marseille et Toulouse, puisque Toulouse dépasse en population cette année la ville de Lyon. 4 plus grandes villes de France, 4 modes de scrutin différents. Mais à quel moment on peut utiliser ou se prévaloir de l'argument démocratique en disant « mais c'est une réforme démocratique, on va faire comme partout ailleurs ». Ils ne font pas du tout ça. 4 grandes villes, 4 modes de scrutin. Vous connaissez un pays dans le monde qui se dit que c'est une bonne idée d'avoir 4 modes de scrutin différents dans ces 4 plus grandes villes. Ça montre ce bidouillage, cette improvisation, cette impréparation. Et honnêtement, on aurait pu mettre à profit plusieurs mois de travail un peu serein, en surplomb des enjeux électoraux,
pour réfléchir sérieusement à ça. Moi, ce que je crois en démocratie, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de régime d'exception. Je suis assez d'accord avec ça. Mais donc, discutons-en collectivement et corrigeons ce qui doit l'être. Très vite, le texte va venir maintenant devant vous. Sénateur, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, un parlementaire, par essence, il se prononce une fois qu'il a un texte, surtout sur un sujet aussi brûlant. À l'heure actuelle... Vous serez aussi divisé ou il y aura une majorité ou pas? Écoutez, moi, je ne lis pas dans une boule de cristal. Ce que je sais, en tout cas personnellement, et ça, je peux en parler, je ne peux pas voter ce texte. Ça, c'est très clair. Emmanuel Grégoire, cette réforme, elle est taillée pour les macronistes parisiens et pour Rachida Dati? Oui, il faut comprendre pourquoi il y a eu cet accord et pourquoi il y a eu ce projet. C'est un accord entre Rachida Dati et les macronistes, au détriment des LR parisiens d'ailleurs, parce qu'on ne défend pas une boutique, nous. Toutes les simulations montrent qu'avec le mode de scrutin qu'ils proposent, la gauche, en 2020, aurait exactement la même chose. C'est-à-dire, elle aurait gagné et elle aurait, à l'unité près, le même nombre d'élus. Donc, le sujet n'est pas de s'inquiéter pour le scrutin, il est de s'inquiéter pour la bonne gouvernance de la capitale de la France. C'est le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup.